En fait, j'ai commencé à prendre conscience que j'ai été adopté, c'est par le regard des autres. Parce que j'ai été adopté dans une famille blanche et je dirais en Bretagne, à Nantes, là où j'ai grandi, des Noirs, en fait, il n'y en avait pas. J'étais le seul de la classe. Longtemps, je suis resté dans le seul. Et finalement, c'est aux premières années d'école, hein, enfin, quand on arrive vers 3 ans, enfin, je suis rentré vers 4 ans, je crois, c'est par le regard qui sont portés sur moi qui m'ont franchement marqué sur le fait que effectivement je suis pas blanc, je suis pas comme les autres. Et là tout à coup j'ai pris conscience. En fait, il ne m'en a jamais parlé. C'était une évidence. Parce que quand je l'ai rencontré, je trouvais qu'il était pas comme les autres. Je ne savais pas dire s'il était africain, s'il était martiniquais, guadeloupéen. Je voyais que ses yeux étaient aussi comme les asiatiques. Donc j'arrivais pas à définir ses origines. Et quand j'ai appris ensuite ses origines, quand sa maman m'a expliqué qu'il avait été adopté, j'ai compris qu'il était du Vietnam. Donc s'il avait la peau foncée, c'est qu'il avait un papa noir américain. À never, mais je n'ai jamais été sûr qu'il était un djihadiste. C'était la guerre, donc c'était la plus forte probabilité qu'il soit un djihadiste. Sachant que il y a il y a tous les gens de Bornéo, du sud-est asiatique, qui sont aussi de type noir. Et ça aurait été une possibilité aussi que mon père soit du domaine de Bornéo. Ceci dit, étant donné les conditions géopolitiques, c'était la guerre, donc il n'y aurait jamais eu des commerçants de Bornéo qui seraient remontés au Vietnam sous les bombes. Donc forcément, finalement, je pense aussi que... Alors, dans ma construction, j'ai posé ça comme une hypothèse et puis finalement, je me suis pas trompé. En fait, c'est pas un sujet qu'on a abordé avec nos parents. Enfin, ça n'a jamais été quelque chose de tabou ou autre. Mais au fond, en grandissant, on s'est rendu compte que il n'était pas comme ses frères et sœurs. Donc, on savait qu'il était adopté, mais on s'est jamais vraiment posé la question. Parce que pour nous, c'était pas quelque chose de grave. Parce que sa famille adoptive, c'est notre famille quand même. Ouais. Ma grand-mère qui est encore en vie là-bas, c'est ma grand-mère. Mes Oui. tantes, c'est mes tantes. Le fait qu'il soit adopté, qu'on connaisse l'histoire de son adoption et dans les circonstances dont l'adoption a été faite, n'ont pas du tout en fait entaché notre vision de la chose. Sa mère adoptive, notre grand-mère, restera toujours dans notre famille, comme toute sa famille qui était avec lui pendant ces années. Et savoir qu'on a en plus de ça une famille maintenant au Michigan, c'est incroyable. Ça a été très compliqué, parce qu'en France, c'est interdit. Donc il a fallu que... J'avais pensé il y a très longtemps au test ADN parce que j'avais fait beaucoup de recherches et je ne trouvais pas de solution et je m'étais dit il n'y a que les tests ADN qui pourraient nous aider. Et un jour, ma mère m'a appelée en me disant j'ai vu une émission télévisée et il y a un jeune homme adopté du Vietnam qui a retrouvé sa mère grâce à un test ADN, mais il l'a fait en Amérique. Et donc, il a fallu que je trouve la solution pour pouvoir acheter un test sur un laboratoire américain et pouvoir l'importer en France. Et je voulais lui offrir ça pour Noël 2018. Waouh! Ça a été un grand moment de... En fait, je ne m'attendais pas forcément à avoir une réponse aussi rapide de la part d'Ancestry DNA. C'était un moment incroyable. Je me souviens, on attendait ces résultats-là et on était assis tous les deux sur le canapé. J'étais près de lui et puis il a ouvert sa connexion sur Ancestry DNA et là, on a vu SJ est votre père.
Et je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là. Je crois que le temps s'est arrêté. Oui, alors à ce moment-là, j'avoue que j'étais partagé entre une immense joie et, comment dire, aussi une crainte en fait. Une crainte parce que en fait, j'avais depuis que je suis né, fait, quelque part, depuis que j'ai grandi, j'ai pris conscience que j'avais effectivement un père et que j'avais été adopté. J'avais enfin une réponse. J'avais enfin une réponse et ça, c'est comme lorsqu'on court, on avance sur une quête et qu'à un moment donné, ben, on a une réponse. Et là, tout à coup, c'est comme lorsqu'on arrive au seuil d'une porte, on a marché longtemps, on a fait plusieurs maisons. Et puis tout à coup, eh ben, on sait qu'on est à la bonne porte et il va falloir franchir le pas. Et cette crainte, c'est pas une peur en fait, c'est simplement comment dire, moi j'appelle ça un moment d'éternité. Donc au début, j'y croyais pas. Je me disais, ouais, faut vérifier quand même les sources. Et après, bah, quand je me suis rendu compte que c'était vrai, bah, j'étais surtout hyper contente pour mon père. Parce que en fait, depuis qu'on est petit, il l'a jamais vraiment cherché. Mais ça se sentait que c'était quand même un manque, qu'il voulait voir sa famille, qu'il voulait savoir au moins à quoi il ressemblait. Et je revenais pas, mais pas du tout. Parce que moi, tout ce qu'on me dit, je le crois. Et quand on m'a dit que mon père avait retrouvé son père, donc du coup que j'avais un grand-père aux États-Unis, ah la vache, ça a été une explosion dans ma tête. En fait, c'était le premier contact a été par Facebook. Pour moi, les messageries, j'arrive à les utiliser lorsque je connais déjà la personne, en fait. Lorsque je connais pas la personne, moi je suis pas né avec les messageries et j'ai du mal à sentir le feeling. Par contre, je l'ai eu au téléphone, c'était un peu avant Noël. Et je me suis rendu compte de mon niveau d'anglais, j'étais incapable de transmettre une émotion, mais surtout incapable de le comprendre par téléphone. Malgré le fait que je travaille avec des anglophones, mais en face à face, face to face, ça, je comprends. Par contre, au téléphone, je suis désolé. Et j'ai été... en fait, je me suis rendu compte que là, je n'arriverais pas à... Il fallait absolument que je le voie physiquement. On fait du coup Nantes-Paris, qui nous a pris environ 1 heure, 40 minutes, 1 heure de vol. Ensuite Paris-Minnéapolis. Ça nous a pris 9 heures. Ouais. Et de Minneapolis, nous avons rejoint Grand Rapids. Ouais. Sachant qu'entre chaque avion, il y a 2 heures de pause. Donc 2 heures où on est à l'aéroport, où il faut tout le temps chercher les bagages, régler les papiers et tout. C'est très fatigant. En fait, la réalité, elle est devenue concrète réellement dans le dernier avion. C'est là où on a réalisé tous les quatre que ça y est, on y était, on arrivait. Et ce qui est incroyable, c'est que tout le voyage s'est passé sereinement. Tout s'est passé sans problème. Et dans le dernier avion, j'avoue que chacun de nous commençait à être un petit peu
plus inquiet. Pour ma part, j'avais les jambes qui me dérobaient complètement. Franck-Antoine, je l'ai vu, sa jambe flappait comme ça. Les enfants étaient excités, rigolaient. Enfin, c'était une bonne ambiance. C'était une excitation saine. J'ai toujours dit que je voulais que cette rencontre soit d'âme à âme. Et, le Big Hug correspond aussi à je dirais, à cet élan d'âme à âme. Voilà. Bah alors on n'a pas trop pu le voir parce qu'il était de dos du coup face à nous vu qu'il se faisait un gros câlin. Mais bah, je le voyais bien qu'il pleurait, qu'il s'était lâché quoi. Il avait complètement fondu. Est-ce que notre père n'est pas quelqu'un qui pleure beaucoup? Il ne pleure quasiment pas. De mes 20 ans, je crois que je l'ai vu pleurer 3 fois, grand maximum. Donc là, à chaque fois qu'il pleure, c'est vraiment des moments importants. J'ai vu un homme heureux. J'ai vu un homme soulagé. J'ai vu un homme qui arrivait au bout d'une quête, comme il l'exprime. En fait, toutes ces années de silence où il ne parlait pas de son adoption, de ses origines, je pense que c'était enfoui en lui. Et quand il a rencontré son père, il a pleuré. Et c'était vraiment une délivrance. J'étais heureuse. C'est incroyable. Je crois qu'il n'y a pas de mots pour exprimer ce qu'on ressent aujourd'hui, combien on est heureux, combien on est soulagé. C'est incroyable. Et il y a plein de choses, de petites choses comme ça qui font que cette histoire, en fait, est incroyable. Parce que c'est une histoire qui, à qui que ce soit qui a concouru à l'histoire ou qui a juste entendu l'histoire, elle ne divise pas, elle rassemble. Et ça, je dirais, c'est cette histoire qui... le fait qu'une histoire puisse faire l'assentiment de tout le monde, eh ben, moi j'appelle ça tout simplement le parfum de l'amour, tout simplement. C'est juste dans l'air, ça se palpe pas, voilà, ça se respire, et voilà. Je pense que c'est vraiment cette histoire qui est incroyable. Ouais.